Alors, bon retour dans notre cours d'ingénierie de fondation. Nous allons continuer toujours avec le chapitre numéro 1. Et on avait entamé la partie 9 du chapitre qui porte sur les différents types de modélisation du comportement euh, des sols. C'est pas session comportement de déformation des sols. Ok. Donc, ça, c'est fait la deuxième partie, deuxième vidéo sur cette partie du chapitre, je pense. OK? La loi des comportements des sols. Donc, c'est le modèle CAM-CLAY modifié qu'on est en train de voilà, voir ici. Le modèle CAM-CLAY modifié, je pense qu'on avait parlé de ça. Donc, pour décrire, c'est une loi des comportements des argiles. Clay, ça veut dire argile. OK? Donc, ici, on va parler d'état critique de déformation de l'argile. C'est très important de comprendre ça parce que ça fait partie des modèles CAM-CLAY modifiés. OK? Et ce modèle de loi de comportement d'argile est utilisé dans les logiciels, dans beaucoup de logiciels que vous utilisez pour modéliser. Donc, si vous allez faire vos fondations sur de l'argile, vous avez besoin de comprendre ça. Même si vous ne comprenez pas, c'est pas trop grave parce que c'est ce qui est utilisé dans les logiciels. Mais si vous comprenez quand même, c'est bien. OK? Donc, on va parler de l'état critique de l'argile. Donc, avant de parler de ça, de l'état critique de l'argile, je m'en vais faire un rappel sur l'essai triaxial qu'on avait déjà vu ici. Donc, pendant l'essai triaxial, vous mettez votre échantillon de sol ici, avec la membrane qui est couverte et puis la pression cellulaire. Et voici un exemple des résultats d'essai triaxial. Donc, vous avez sigma 1 et puis sigma 3 ici. Ça, ce sont les contraintes totales. OK? Et en bas ici, vous avez les contraintes effectives. Contrainte effective, c'est tout simplement contrainte totale moins la pression interstitielle. Donc, c'est ce que je disais, la pression ici, de l'eau, si vous voulez. OK? Donc, et avec l'essai triaxial, nous pouvons obtenir plusieurs paramètres du sol. OK? Genre ici, vous avez la cohésion et puis l'angle de friction interne, tout ça. Donc, ici, ce qui nous intéresse plus, vous allez voir, c'est la rupture pendant l'essai triaxial. Et aussi, vous vous rappelez, on a parlé de sigma 1 sigma 3 tout de suite, je viens de le rappeler. Et sigma 1 et sigma 3, ça signifie quoi? Ce sont les contraintes effectives principales. OK? Sigma 1 est la contrainte effective principale majeure, effective parce qu'il y a prime. OK? Quand il n'y a pas prime, c'est total. OK? J'ai tout de suite parlé de la différence entre les deux. C'est très important de comprendre ça. Donc, la contrainte principale majeure, c'est sigma 1, et la contrainte principale mineure, sigma 3. Donc, contrainte effective. OK? Donc, ce qui m'intéresse surtout, et la raison pour laquelle je fais ce rappel-là, c'est ça, ce qui est là. Vous voyez ici les résultats des tests, OK, triaxiaux. Il y a plusieurs manières de rupture de l'argile. Quand vous faites l'échantillon que vous mettez ici, tous ces échantillons-là sont sortis de ces gens d'essais-là. OK? Donc, on fait plusieurs essais de réaction et puis on voit comment le sol se déforme. Ici, ce qui m'intéresse, c'est pas... Vous voyez bien sûr qu'il y a plusieurs façons de rupture, de formation, OK? De l'échantillon, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi la rupture a eu lieu. OK? Que signifie cette rupture? C'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas les différents types de ruptures qui nous intéressent ici vraiment. OK? Donc, ici,
Je remets tout ça ici, ce qu'on vient de dire là. La résistance au cisaillement de l'argile là. Parce que là, vous voyez que ça a été cisaillé. Vous voyez, par exemple, la ligne est claire ici. Les lignes là sont claires. OK? Donc, le fait que le sol là, résiste au cisaillement là, ici là, on parle des argiles, hein, parce que je vous ai dit clé, c'est l'argile. Comme clé. OK? On parle des modèles, de lois de comportement des argiles d'abord. Parce que si vous arrivez à modéliser, à donner une équation, la loi selon laquelle l'argile se déforme, le sol se déforme, vous introduisez cette loi-là dans un ordinateur, pour ne pas dire logiciel, et ce logiciel-là peut vous répéter ça, peut vous donner les résultats à chaque fois que vous donnez les conditions initiales. Ok. Voici pourquoi les lois de comportement là sont très, très importantes. Donc, loi de comportement qui est là, donc, de résistance au cisaillement des argiles là, dans les conditions de cisaillement triaxial, ou bien les cisaillements directs. Ok. Il y a cisaillement direct aussi, je pense que vous connaissez ça. J'espère en tout cas que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il faut aller revoir votre cours de mécanique des sols. Parce que ça, c'est vraiment, ce sont des rappels. Mais j'avoue qu'ici, quand même, c'est une mécanique des sols un peu avancée, quoi. Voilà. Donc, anyway, et ces essais-là, quand vous faites ces essais, l'essai triaxial que j'ai montré ici, donc là, c'est le résultat de plusieurs essais triaxiaux. Donc, la rupture finale se produit à un état critique. Donc, le mot est lâché. État critique. OK? État critique. Vous voyez? État critique. Donc, ici, moi, je veux que vous compreniez, c'est quoi l'état critique? Donc, l'état critique, là, c'est l'état de l'argile que le sol atteint avant. C'est l'état qui provoque la rupture. Ou bien, c'est l'état qui monte pendant lequel la rupture se produit. OK? C'est pendant un état critique que la rupture se produit. Donc, les deux sont associés. On ne peut pas dissocier les liens. État critique, ça correspond à la rupture. L'état de la rupture. L'état du sol au moment de la rupture. Voilà. OK? Donc, c'est caractérisé par une déformation par cisaillement excessive. Vous voyez ici une déformation par cisaillement excessive. Ça se voit ici, non? Ou bien, sans autre changement de conditions de contrainte. Les conditions n'ont pas changé. Les conditions de contrainte n'ont pas changé, mais il y a une rupture. Donc, tu augmentes la pression, tu augmentes. Au fur et à mesure, l'état du sol change. Vous augmentez, l'état du sol change. Jusqu'à arriver à l'état critique, et puis il y a rupture. Donc, ça, c'est juste des choses que vous connaissez déjà. Mais j'ai besoin que vous mettez dans la tête d'abord état critique correspond à la rupture. Et état critique, là, voici à peu près ce que ça veut dire. La rupture, vous voyez? Donc, le sol, au départ, c'était tout droit, vous voyez, comme ici. Voilà. Et quand vous faites l'état et les tests triaxial, là, ça, il y a la rupture qui arrive comme ça. Donc, ici, nous allons parler de la contrainte de cisaillement qui est définie par, ici, sigma prime 1 moins sigma prime 3. OK? Q, la contrainte de cisaillement. OK? Avec les résultats de l'essai triaxial, là, vous pouvez avoir sigma prime 1, sigma prime 2. Les 1 et 3, là, doivent être un indice, hein. Donc, si vous faites sigma 1 moins sigma 3, vous obtenez donc la contrainte de cisaillement. OK? Sigma 1, c'est la plus grande contrainte effective, prime, hein. Et sigma 3, c'est la plus petite. Normalement, il y en a 3, hein. OK? Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Mais ici, on considère que sigma 1 et sigma 2 et sigma 3 sont égaux. Ou dans les cas, ce sont des contraintes qui sont égales. OK? Donc, ces deux contraintes étant égales, on peut
considérer, et ça, je pense qu'on avait vu ça, ok? Ce qu'on appelle mean effective stress, c'est-à-dire la moyenne. Quand vous voyez ici, c'est comme si on a pris trois contraintes effectives et on a divisé, on a additionné et puis divisé par 3. Donc, c'est la moyenne des contraintes effectives, les P là. Ou bien encore la contrainte de confinement ou quelque chose comme ça. Donc, ici, sigma 1 plus 2 fois sigma 3. Donc, c'est comme je disais, en réalité, ça devait être sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3. Mais comme sigma D est égal à sigma 3, donc on peut écrire 2 fois sigma 3 comme ça, il n'y a pas de souci. Ok. Mais rigoureusement, ça allait être sigma 1, sigma 2, sigma 3. On additionne et puis on divise par 3. Donc, c'est la moyenne des contraintes là. Contraintes majeures, pardon, hein. OK? Des contraintes principales, majeures et puis mineures. Contraintes principales. Donc, on peut tracer une ligne, OK, d'état critique. Parce que l'état critique, c'est toujours un état qui va correspondre à ces deux contraintes-là. La contrainte de cisaillement et puis la contrainte moyenne, la contrainte de confinement, là. OK? Donc, nous pouvons tracer, faire genre un repère où on va mettre peut-être les P là en abscisse et puis le Q en ordonnée. Et puis on va essayer de tracer, de placer l'état en fonction des contraintes du sol. On peut avoir quelque chose comme ça. Vous voyez? Et cette ligne-là, c'est la ligne de l'état critique. Donc c'est écrit ici CSL, et Critical State Line en anglais. Critical State Line. So, et cette ligne-là, on voit ici, il y a une pente M. Cette ligne-là, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ça après. OK? Field condition, on va revenir sur cette ligne-là après. Donc, pour le moment, c'est cette ligne-là que je vais que vous compreniez. Si vous avez compris ça, le reste de cette vidéo-là sera très facile et l'objectif même de cette vidéo sera atteint en fait. OK? Donc, ici, quand vous êtes là, vous prenez un échantillon ou bien le sol in situ sur le terrain et que le Q, vous mettez les coordonnées, le Q et puis le P. OK? Après l'essai triaxial, et puis vous faites les coordonnées. Si vous êtes ici, c'est qu'il n'y a pas de rupture. Si vous êtes là, 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 peu importe. Mais une fois que vous arrivez sur cette ligne, il y a la rupture. Donc, cette ligne-là, c'est la ligne des ruptures, là. Donc, c'est la ligne des états critiques. Est-ce que vous voyez? Donc, peut-être, au départ, vous êtes là, et puis quand vous chargez, on prend maintenant eh, dans, dans un chantier, sur un chantier, vous faites des fondations, par exemple des semelles, et c'est sur de l'argile. Donc, vous chargez. Quand vous considérez fondation au départ, c'est pas chargé. C'est le poids propre de la fondation qui est là sur le sol d'abord. Mais au fur et à mesure que vous construisez votre immeuble ou votre maison, la charge se dépose. Ou bien, donc, vous construisez, ça se dépose, ça se dépose. Si vous arrêtez, si vous avez bien dimensionné vos fondations, c'est qu'à la fin de la construction, vous allez rester toujours en bas de cette ligne. Vous n'allez pas atteindre cette ligne-là. OK? Vous n'allez pas atteindre cette ligne. Mais si vous avez mal fait vos fondations, et au fur et à mesure que vous construisez, souvent vous allez voir, parce que vous construisez, comme c'est de l'argile, l'eau ne s'échappe pas facilement. OK? L'eau n'est pas drainée. Donc, c'est conditions non drainées. On avait parlé de tout ça quand on a parlé comment dirais-je, des essais de réaction là. Donc, comme c'est non drainé, peut-être au fil du temps, ça sera drainé.
et l'eau va laisser le poids, le poids que l'eau supportait là va laisser au sol peu à peu. OK? Donc, si vous avez mal fait votre fondation, vous avez mal dimensionné, ça va atteindre cette ligne-là. Et donc, il y aura donc rupture de fondation. Et donc, l'immeuble va tomber, évidemment. Est-ce que vous voyez? Donc, cette ligne-là ne doit pas être atteinte, quelles qu'en soient les conditions. Sinon, c'est la rupture. OK? Si vous avez compris tout ça là, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment atteindre. Le reste, ça sera juste la même chose, mais en 3 dimensions. Et c'est pas vraiment trop chose. Donc là, c'est la même chose que là, hein, OK? Voilà. Donc, on peut donc trouver une équation pour cette ligne. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a la pente qui est M, OK? Donc, Q et puis P. Parce que cette ligne est importante pour votre sol. Si vous venez et vous prenez l'échantillon sur le terrain, vous venez au labo, vous devez connaître pour chaque sol a sa ligne. Donc, vous devez établir la ligne là pour votre sol. Si vous arrivez à établir la ligne, donc vous devez savoir les conditions pour ne pas atteindre cette ligne pendant la construction. OK? Donc, voici l'équation, parce que M, c'est la pente, donc Q égale à MP. Ça, c'est naturel. Ça, même les élèves de la troisième ou du lycée connaissent ça. OK? Voilà, si vous avez la pente, ça, c'est facile. Donc, cette pente-là, M là, est un paramètre du modèle, du CAM-CLE modèle, modèle modifié là, du CAM-CLE, qui peut être obtenu à partir de tout test d'essai triaxial effectué sur un échantillon d'argile. Donc, si vous faites votre essai triaxial, bon, ça, c'est juste un truc global. Peut-être après, quand on va parler des fondations à proprement dit, on va voir comment on obtient les M et tout ça. OK? Vous allez voir après. Sinon, les M là peut être obtenus aussi à partir de l'essai triaxial. C'est ce qui est dit ici. Voilà. Donc, si une fois que vous avez les M, vous pouvez avoir ici l'équation complète de cette droite, ok, qui passe par l'origine du repère. Donc, c'est comme si on vous disait y égale à 5x. Vous voyez? Donc, si vous avez les x, vous pouvez avoir les y et vice-versa. Si vous avez les y, vous avez les x. Donc, je remets tout ça ici et puis on continue. Je vais revenir sur autre chose que vous connaissez. Même si vous ne connaissez pas, vous êtes censé connaître. OK? Parce que comme je dis, ça, c'est pas vraiment un cours pour les étudiants de la licence. C'est un peu master et autres. Mécanique des sols avancés. Donc, contrainte effective horizontale, vous devez connaître. Contrainte effective verticale, supposons qu'il y a un échantillon, un élément de sol à une profondeur donnée. OK? À une profondeur donnée, il y a un échantillon, il y a un élément de sol. Cet élément de sol-là sera assujetti, sera soumis à des contraintes, à une contrainte verticale et horizontale en même temps. Est-ce que vous voyez? Verticale, des contraintes verticales et des contraintes horizontales. Vrai ou faux? OK? Donc, ici, je pense que ça, si vous devez le connaître, vous devez savoir que contrainte effective horizontale et contrainte effective verticale, ça existe. OK? Voilà. Parce que mécanique du sol, même mécanique du sol 1, la calcul des contraintes dans le sol, vous devez savoir que les sols soient chargés ou s'ils ne sont pas propres. Voilà. Vous devez connaître ça. Le rapport maintenant entre la contrainte effective horizontale et la contrainte effective verticale, là, c'est ça qui est appelé coefficient de pression latérale des terres, des sols. OK? Le coefficient K, je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il faut chercher parce que c'est vraiment basique, hein. Ça, c'est mécanique du sol 1. Donc, le K sigma
H. Bon, ici, on prend effectif sigma prime H divisé par sigma prime V. OK? C'est rappel. J'ai besoin de ça pour pouvoir vous expliquer autre chose. OK? Donc, j'ai besoin de vous rappeler ça pour pouvoir vous expliquer ce qui est là, en fait. C'est ça mon objectif. Pour vous expliquer ces quatre conditions initiales du sol. OK? Donc, c'est ce cas-là qui est là. OK? Donc, le truc, c'est quoi? C'est que pour une valeur de contrainte verticale donnée, on parle parce que contrainte verticale, là, c'est comme si on peut contrôler. Il est facile à être contrôlé, la contrainte verticale. Le poids du sol, s'il n'y a pas de chargement, le poids du sol seulement. Si vous avez les gamma du sol, vous pouvez avoir la contrainte verticale facilement. Et le niveau de l'eau, vous pouvez avoir la contrainte verticale effective. Ça, c'est simple. Maintenant, si vous chargez, c'est des fondations, par exemple, si vous chargez le sol aussi, là, vous devez ajouter la charge que vous devez ajouter. Donc, c'est facile de contrôler le sigma V, là, le sigma prime V, la contrainte verticale. Le problème, c'est la contrainte horizontale. Cette contrainte horizontale-là, elle n'est pas facile à déterminer comme ça, comme la contrainte verticale. Donc, pour une contrainte verticale donnée, voilà. Donc, ça, on peut l'avoir. OK? Mais, et la contrainte horizontale? La capacité du sol à résister, contrainte de cisaillement. Vous vous rappelez, contrainte de cisaillement, le cul là, ce qui est là, c'est ça, contrainte de cisaillement. Donc, la capacité de notre sol là, à résister au cisaillement va se traduire par une gamme de contraintes horizontales possibles. OK? Ce qui veut dire que si vous savez même, peut-être même type de sol, même chargement, pour ne pas dire même contrainte verticale, c'est-à-dire les gammas, c'est les mêmes, et le poids que vous amenez sur le sol, c'est la même chose, mais les contraintes horizontales là sont différentes. OK? Si vous avez ça, vous avez cette situation-là, vos deux sols là ne vont pas réagir de la même façon au cisaillement. Donc, tout ça pour dire que les cas, la valeur des cas, les plages de valeur des cas, que l'intervalle de valeur des cas là, OK, va aussi affecter notre sol, la résistance du sol. C'est ce que ça veut dire. Et le truc, c'est quoi? C'est que dans les conditions naturelles de dire in situ là, la valeur réelle de ce coefficient K là, OK, de pression latérale de terre, est connue sous le nom, ici là, coefficient de pression latérale de terre au repos. Donc, on va appeler K0. Donc, K0 là, c'est la condition initiale. Et c'est ce qui est là, cette ligne-là. Vous voyez, c'est simple. La condition initiale. Donc, dépendant du sol, vous allez être là, ou bien vous êtes là, ou bien vous êtes là. Comme on est au niveau de l'argile, on va parler du coefficient de consolidation, des ratios de consolidation. On va continuer, vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Donc, c'est comme si le K0 là est là. La condition K0, c'est-à-dire la condition initiale du sol. Parce que si vous prenez un élément du sol à l'intérieur, à une profondeur donnée, cet élément-là est soumis à des contraintes horizontales, verticales. Donc, c'est comme si l'élément là est dans un appareil triaxial, le test triaxial là. Donc, il y a un sigma 1, sigma 2, sigma 3. Quelque chose comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle condition K0 ici.
Vous pouvez prolonger la ligne là comme vous voulez. Donc, quand vous prenez un sol donné, donc c'est comme si vous vous trouvez ici d'abord. Maintenant, quand vous venez construire vos fondations, plus vous construisez, plus ça part vers le haut. Plus vous construisez, plus ça part vers le haut. OK? Donc, une fois ça touche cette ligne, vous rappelez-vous, c'est la ligne des états critiques, il y a la rupture. Voilà. Donc, voici les cas 0 là, les formules pour cas 0 pour certains, pour l'état des sols. Donc, l'état des contraintes d'un échantillon des sols typiques existe, existant sur le terrain là, peut être représenté. Ça, vous prenez ça, attention, ici là, bon, on s'en fout, hein, si c'est pas grave. Et K0 égale à 1 moins sinus et phi, ok? Ou bien vous prenez ici là qui est mieux pour notre argile, parce qu'on travaille ici avec les argiles. Et l'argile, c'est le coefficient de consolidation là, le over consolidation ratio là, ratio de consolidation. L'état de consolidation de l'argile peut être considéré ici. Est-ce que c'est normalement consolidé? Est-ce que c'est surconsolidé? Vous voyez ce que je veux dire? S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas normalement consolidé, surconsolidé là, je vous conseille de vraiment revoir ça, hein, ok? Mais ça, c'est mécanique du sol, hein, franchement. Donc, vous obtenez le cas 0 là comme ça. Donc, pour dire que, voilà, cette condition. Donc, pour maintenant visualiser ce truc-là, ok, la déformation progressive d'un échantillon d'argile, ok? Champ ici, là, c'est la traduction en anglais qui a un peu changé. Champ, là, ça veut dire field. Ça veut dire sur les chantiers. Ok? Donc, ça commence avec les conditions de K0. Sur cette ligne, c'est ce qu'il disait. Ça commence sur cette ligne. OK? Peut-être pour ce sol-là, vous êtes là. Pour un autre sol, vous êtes là. Ou bien un autre sol, vous êtes là. C'est une ligne. Vous pouvez prolonger la ligne. Mais dès que vous commencez à charger, par exemple, si vous êtes là, vous commencez à charger, ça va commencer à aller vers le haut. OK? OK? Ou bien dans ce sens. Comme ça. OK? Le Q augmente, c'est-à-dire sigma 1, sigma 1 et puis sigma 3. C'est-à-dire il y a quelque chose qui va changer, les contraintes. OK? Contrainte principale. Jusqu'à ce que ça arrive au niveau de la ligne des états critiques. Et c'est cette ligne-là, si ça arrive là-bas, donc vous avez rupture. OK? La ligne d'état critique. Échouer ici, là, ça veut dire rupture. OK? C'est la traduction qui fait ça. Donc, et si on peut maintenant combiner ça, parce que quand on parle ici, on est dans deux dimensions, mais en réalité, il y a la contrainte, mais il y a aussi le volume à considérer, changement de volume, parce que vous comprimez le sol, le volume peut changer. OK? Donc, si on considère aussi une troisième dimension, mais cette troisième dimension-là, c'est le volume du sol qu'on va considérer. Donc, on peut essayer de tracer maintenant en trois dimensions, dans l'espace Q, P et puis V, en 3D. Donc, c'est ce qui est là comme ça. Désolé, c'est plus compliqué que ce qui... Mais si vous avez compris ce qu'on vient de finir là, ce qui est passé là, franchement, l'objectif est atteint. Vous avez compris que voilà, il y a l'état initial de K0 qui est important et qu'il y a une ligne qu'on appelle la ligne critique, c'est-à-dire l'état critique. Et c'est à l'arrivée, à l'atteinte de l'état critique là, qu'il y a la rupture du sol. Donc, on a besoin de modéliser la loi de comportement de l'argile. Voilà, donc, tout ça là, on a besoin de ça. Donc, si on met en trois dimensions, vous voyez cette composante-là, axe V là, c'est le volume maintenant. OK? Donc, ici, la figure là montre également les états de contrainte de déformation et les déformations volumétriques de l'argile. OK? C'est délimité par une surface convexe
disponible sur la surface, le nom de surface des limites d'état. OK? State boundary surface. Donc, cette surface-là, vous voyez tout ça. Considérez les trucs comme en 3 dimensions. OK? Donc, c'est comme si il y a un truc comme ça. Et ça part, les surfaces là vont ça. Donc, vous voyez une surface ici. Et puis une surface. C'est comme si vous prenez votre double feuille là. Je ne sais pas comment expliquer. Et cette ligne-là, c'est la ligne où les deux feuilles là se joignent. Si vous arrachez une double feuille dans un cahier, ok, si vous arrachez une double feuille d'un cahier, vous allez voir que, voilà, les deux surfaces sont là, ok, et la ligne où les deux surfaces là se croisent là, cette ligne-là, c'est cette ligne-là maintenant qui est la ligne d'état critique. Ok? Je vous ai dit, c'est un peu plus compliqué. Cette surface-là, qu'on va appeler surface des limites d'état. Et une autre surface qu'on appelle, je ne sais pas vraiment comment lire ça, surface de Vosley, ou bien c'est quoi? Voilà, qui est réglée. Vous voyez cette surface. OK? Donc, si cette surface-là, une élasticité peut avoir lieu sur les deux surfaces. Donc, la ligne critique là, CSL là, Critical State Line, est définie à la frontière ici. C'est cette ligne-là, la frontière des deux surfaces-là. OK? Donc, ça, c'est en 2 dimensions et ça, c'est en 3 dimensions. Donc, en réalité, cette ligne-là, de 2 dimensions-là, c'est en fait une ligne de 3 dimensions qu'on a juste projetée. Vous voyez, projection dans l'espace QP. Q, là, c'est, vous vous rappelez, non? C'est content de cisaillement, de formation. Et là, c'est la moyenne. Ça est là. Q est là, P est là. Donc, c'est comme si on a projeté cette ligne-là dans l'espace QP. C'est comme ça on obtient ici en 2 dimensions. Et ce vous voyez, c'est une projection ici. Donc, l'équation de la projection là, maintenant, cette équation, vous vous rappelez que QP là, et Q égale à MP là. Ça, c'est l'équation de cette ligne. OK? Maintenant, on va projeter maintenant cette ligne-là, la ligne critique là, de 3 dimensions là. On va la projeter maintenant dans l'espace P et puis V. Vous voyez? Ou bien VP. C'est la même chose, on s'en fout. OK? Dans cet espace P ici et puis V là. D'accord? Donc, en faisant ça, voici l'équation qu'on obtient. Ça, c'est dans l'espace V et puis P. Vous voyez les variables ici, c'est P. Variable P ici, V. Les N et puis alpha et puis K, K là, on avait défini ça hein, dans les vidéos précédentes. Il faut repartir en arrière, vous allez voir. Donc, anyway, donc vous avez une équation, celle-là qui définit la ligne critique dans l'état en 2 dimensions, et vous avez celle-là qui définit en 3 dimensions. OK? Donc, par conséquent, nous pouvons dire que les deux équations-là, en 2 dimensions, 2D, puis 3D là, en combinant ces deux, nous pouvons représenter donc l'équation de, de la ligne critique en 3 dimensions. Donc, c'est-à-dire l'équation de la ligne critique dans cet espace-là, dans P et puis Q, et puis l'équation de la ligne critique dans Q et puis P et V dans cet espace. Donc, c'est les deux équations-là pour, voilà, avoir cette courbe-là, cette ligne critique en 3 dimensions. OK? Voilà, dans l'espace 3D, la courbe des états critiques, là, la ligne des états critiques, est une ligne représentée donc par les deux équations. Ça va? Vous comprenez, j'espère? OK? Donc,
D'autre part aussi, on peut avoir les équations pour les deux surfaces qui sont là. Cette surface des state boundary surface et puis cette surface-là, ok, des Worsley surface. Donc, pour celle-là, cette surface-là, voici l'équation qu'on vous donne. Et cette surface a une pente. Vous voyez cette pente-là dans l'espace QP. Cette pente-là, c'est ça qui est le H ici. Les M, c'est déjà défini ici. C'est le même M qui est là. Hein, okay? Et puis, j'ai dit les N, tout ça là, c'est déjà défini déjà. Donc, c'est le H là seulement qui est inconnu ici. Donc, H, c'est la pente ici. Maintenant, l'autre surface qui est là, SBS là, State Boundary Surface, là, on peut la voir aussi avec cette équation. Okay? Voilà. Donc, toutes ces équations-là, votre logiciel utilise ces équations, mais vous ne savez pas. Donc, si vous voulez fabriquer un logiciel, vous devez connaître ça. D'accord? Donc, les observations suivantes, là, on peut faire les observations suivantes. Donc, l'état des contraintes des argiles normalement consolidées, NC, sont tracées sur cette surface, la surface des state boundary surface, là, des états, des frontières des états, limites des états. OK? Normalement consolidées. Vous voyez cette ligne-là? C'est écrit quoi? Ça, c'est ligne de... Donc, l'argile normalement consolidée, c'est ça, cette ligne. Donc, sinon, cette surface, c'est là où les argiles normalement consolidées commencent. Et quand vous chargez maintenant, ça part vers la ligne critique. OK? Ça part vers la ligne critique. Donc, là, on est dans 3D, c'est un peu plus compliqué. Donc, sous cisaillement non drainé, parce qu'ici, on considère que c'est pas quand l'argile est vraiment chargée, l'eau ne peut pas s'échapper facilement. Donc, si l'argile est saturée, bien sûr. Hein. OK? Donc, désolé, je suis fatigué. Donc, les argiles normalement consolidées là partent de conditions de K0. OK? Cette ligne-là, cette route. Vous voyez? K0. Et après, ces argiles présentent un comportement de croissance. Je vais expliquer ça tout de suite. De croissance là. Mais je pense que vous connaissez déjà. Et avant d'atteindre sur la ligne de l'état critique là. Donc, voici, c'est le chemin comme ça. Vous voyez cette ligne-là? C'est cette surface-là, en 3 dimensions, qui correspond à cette ligne. OK? C'est comme si c'était ça, en fait. C'est comme si c'était cette surface. Vous voyez? C'est comme si c'était cette ligne. Et vous voyez. Donc, on vous dit que, ou bien cette surface encore, ça dépend de là où vous avez coupé, à un volume constant donné. Si vous, par exemple, ici, là, c'est une coupure. Donc, si on considère que on est là, donc, si l'argile est normalement consolidée, il va commencer là, il part comme ça, jusqu'à atteindre la ligne critique. Voilà. Donc, il va commencer ici, par exemple, faire comme ça, K0, jusqu'à atteindre la ligne critique. Et il y a la rupture. OK? Ce qui est là, là, même si vous ne comprenez pas trop, ce n'est pas un problème. Si vous avez compris ce qui précède là, c'est ça l'essentiel. Donc, je disais ici, là, et cet état-là, le croissance là, c'est ce qui est là. Donc, quand vous chargez un élément, même l'acier, hein, par exemple, je pense que ça, c'est la courbe de l'acier. Donc, le module de Young, là, c'est ça, la pente qui est là. Mais ici, là, si vous avez ici, et vous atteignez ici ces points-là, après, il y a comme un durcissement. C'est comme si il y a la capacité là augmente, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça qu'on appelle strain hardening en anglais. Donc, là, c'est cette partie-là
C'est de cette partie-là on parle ici, comportement de croissance. OK? Voilà. Donc, après ça, il arrive maintenant sur la ligne de rupture. Donc, il démarre ici, après, il va arriver là. Donc, quand vous prenez maintenant des argiles qui sont légèrement surconsolidées, OK? Là, il commence immédiatement, un peu seulement, un peu dedans. OK? Il ne commence pas sur la surface là, sur cette surface. Commence pas sur cette surface, mais il commence dedans, dans la surface. Vous voyez, ça correspond ici en 2 dimensions ici. Voilà, il commence là, la deuxième, le deuxième chemin commence là. Après, il rejoint la ligne d'état critique. Vous voyez, à un moment donné, les chemins 1 et puis les chemins 2 vont se croiser quelque part. OK? Donc, quand vous regardez ici en deux, c'est comme si on a projeté, ce qui est là, c'est comme si on a projeté ça là, en 3, dans le plan P et puis Q là. Vous voyez? Ça c'est P, puis ça c'est Q. Donc, la surface des états limites là, est là. Et cette surface des volets là, vous voyez, cette ligne là, c'est comme c'était là. C'est la ligne là comme ça. Donc, voici les deux surfaces. L'autre surface est là, avec la pente de cette surface qui est H. Donc, c'est exactement, c'est comme si c'était cette ligne-là qui est là. Donc, ici, quand c'est légèrement consolidé, ça commence là, à l'intérieur, pas sur cette surface. Quand c'est normalement consolidé, ça commence sur cette surface. OK? Donc là, ça commence là, arriver là, je pars comme ça pour atteindre la ligne là encore. Et quand c'est surconsolidé, OK? Quand c'est, ici la traduction n'a pas été trop bonne, hein, OK? Fort ténère en OC, non. Quand c'est super, super surconsolidé, c'est ce que ça veut dire. En ce moment, ça va commencer ici, carrément à l'intérieur. OK? Il part, il touche la surface. Vous voyez la surface en 3D là, cette surface-là, avant de rejoindre la ligne critique. Et c'est en ce moment que la rupture arrive. Donc, tout ça pour dire que selon l'état de consolidation de votre argile, le chemin sera différent. OK? Quand c'est surconsolidé, là, vous voyez que là, c'est plus long, il y a plus d'acrobatie. Donc, selon les informations que vous allez donner à votre logiciel, si vous êtes en train d'utiliser les camps clés là, selon l'information que vous allez donner, vous allez lui dire si votre argile est normalement consolidée, légèrement surconsolidée ou surconsolidée. Donc, le logiciel va fonctionner comme ça. Et le logiciel on a défini l'équation de ces deux surfaces et les deux équations pour la ligne critique là aussi. OK? Donc, en 2 dimensions, 3 dimensions. D'accord? Donc, sous-sixièmement, l'échantillon est surconsolidé ou pas, présente un comportement élastique jusqu'à ce qu'il s'approche des lignes de ces surfaces-là, cette surface ou cette surface. OK? En fonction de l'état de consolidation de votre argile. OK? Donc, par conséquent, lors d'un cisaillement non drainé, parce que l'argile, il faut toujours considérer non drainé. Si vous êtes en train de faire des fondations sur de l'argile, des barrages, je pense qu'on a déjà cité tous les cas possibles qu'il faut considérer l'essai non drainé. OK? Donc, c'est non drainé, le volume est fixe, ne change pas comme ça. OK? Le volume reste constant. Donc, la seule façon pour l'argile de conserver sa propriété élastique là, sans passer la ligne critique, d'état critique là, est de conserver la même contrainte effective moyenne P, c'est-à-dire la même valeur P. Donc, tu conserves la même valeur
Voilà. Puis ça garde la valeur et ses propriétés élastiques. Bon, je pense que c'est presque fini. Donc, par conséquent, le chemin, le chemin de, le chemin que votre argile là va prendre avant de céder, avant la rupture, ok? Ce chemin-là va dépendre de l'état de consolidation de votre argile, ok? Et ces chemins restent et verticaux d'abord, vous voyez, avant, avant d'atteindre la surface, les deux surfaces là, cette surface ou cette surface, ces chemins restent verticaux. Le chemin numéro 1 là est sur la surface déjà, donc ce chemin n'est pas vertical, comme ça. Par contre, le chemin numéro 2 ça reste vertical d'abord, avant d'arriver ici, ça change, ça fait comme ça, jusqu'à atteindre la ligne critique. Et ce chemin numéro 3 vertical d'abord, avant de changer, comme ça, aller comme ça. D'accord? Donc, la discussion précédente, là, ce qu'on vient de dire, tout ça, là, pour mettre tout ça, là, en résumé, on peut dire que les deux surfaces, là, peuvent aussi être considérées comme surfaces d'élasticité dans l'état du comportement plastique des argiles. OK? Donc, comme j'ai dit, ici, là, si vous n'avez pas trop compris, c'est pas un problème, mais c'est juste pour vous montrer ce qui se passe avec le logiciel. Voilà, loi de comportement. Si on a compris la loi de comportement d'un sol, on peut modéliser, mettre cette loi-là. Quand je dis loi ici, c'est équation. Ok? C'est des équations qui vont décrire la loi de comportement. Ok? Loi de comportement des sols. Loi de comportement, il y a un D qui manque ici, des sols. Ok? Donc, on va arrêter ici pour ici, là, pour ce cours. Et j'espère que vous avez compris quelque chose. On va continuer prochainement et essayer de finir ce chapitre-là très bientôt avant d'aborder les chapitres prochains qui s'annoncent être plus intéressants et beaucoup, beaucoup plus courts que ce chapitre-là. Ok? Parce que ce chapitre-là englobe beaucoup de choses et qui sont nécessaires de connaître avant de pouvoir parler d'ingénierie de fondation. Si vous n'avez pas compris ça, ça va être compliqué. OK? Donc, on va arrêter ici. Je vous remercie beaucoup et on se dit à la prochaine. Merci bien.